Bonjour à tous les amis, j'espère que vous passez un magnifique été comme moi. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo de ce dimanche. Nous allons parler d'une actualité chaude en Suisse qui concerne également la République démocratique du Congo, à savoir la condamnation le lundi dernier par la justice fédérale suisse de la multinationale minière suisse Glencore à une peine d'amende et de paiement de compensation de plus de 150 millions de francs suisses pour des faits de corruption d'agents locaux en République démocratique du Congo en 2011 afin d'obtenir des contrats miniers. Je vais vous dévoiler ici la raison profonde de la situation aberrante qui veut que ce soit la Suisse qui va bénéficier des 150 millions de dollars américains de compensation qui va payer Glencore alors que c'est la République démocratique du Congo qui a été lésée à la suite de ces actes de corruption. Voilà, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo qui était prévue aujourd'hui, à savoir le troisième secteur de l'économie congolaise contrôlé par des compagnies étrangères, ce qui appauvrit le pays. Aussi, la courte vidéo d'aujourd'hui arrive comme un petit complément justement à la vidéo du dimanche dernier où j'ai parlé du deuxième secteur de l'économie congolaise, poumon de l'économie de ce pays, contrôlé à 95% pratiquement par des compagnies étrangères sous la houlette d'institutions du Bretton Woods, dont spécialement le FMI et la Banque mondiale. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas encore fait. Mais avant d'aller plus loin avec la vidéo de ce jour, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour le fond du sujet très chaud d'aujourd'hui. Voilà les amis, on va y aller. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés des quatre coins du monde sur la chaîne. 1000 fois merci à vous tous qui continuez de soutenir cette chaîne où nous parlons des choses importantes des quatre coins du monde, spécialement sur les affaires, l'économie, l'entrepreneuriat, mais spécialement concernant la République démocratique du Congo. Et voilà donc les amis, installez-vous, faites comme chez vous, chez Sandra Bella Moda. Je vais traiter ces sujets en 3 points principaux. Dans un premier point, je vais présenter brièvement les faits qui ont conduit à la condamnation de Glencore. Ensuite, je vais présenter la raison pour laquelle c'est la Suisse qui va toucher les 150 millions de francs suisses de compensation qui va payer Glencore. Enfin, nous allons voir les leçons à tirer de cette affaire de manière générale et surtout concernant la République démocratique du Congo, bien sûr. Et voilà donc, sans plus tarder, nous allons aborder le tout premier point sur la présentation des faits. Parlons d'abord de Glencore. Il s'agit d'une très grande multinationale suisse avec un chiffre d'affaires d'environ 217 milliards de francs suisses, presque la même valeur en euros et en dollars américains, un peu plus d'ailleurs. C'est une multinationale qui a des filiales dans pratiquement 50 pays avec environ 150 000 employés. Donc c'est une très grosse boîte. À la base, Glencore faisait essentiellement dans le négoce des matières premières. J'expliquais dans la vidéo du dimanche dernier que la Suisse est le pays qui contient les plus d'entreprises dans ce domaine de négoce de matières premières avec pratiquement 20% de ce marché des négoces pour un petit pays de 8 millions d'habitants. Et donc, il y a environ 10 000 entreprises en Suisse qui font dans les négoces de matières premières, c'est-à-dire qui jouent simplement l'intermédiaire entre les entreprises qui produisent au sein des pays producteurs et les entreprises qui achètent. Voir la vidéo du dimanche dernier pour plus d'explications. J'expliquais dans cette vidéo notamment pourquoi les entreprises suisses de négoce des matières premières gagnent beaucoup d'argent dans ces secteurs avec le commerce des matières premières brutes, contrairement aux pays producteurs. Et donc, à la base, Glencore faisait essentiellement dans les négoces des matières premières, mais au fil des temps, cette multinationale va acquérir différents gisements, notamment dans le secteur minier, pour exploitation propre. C'est ainsi qu'en 2009,
la multinationale Glencore, intéressée par 2 mines de cobalt et de cuivre en République démocratique du Congo, va entrer en contact avec un milliardaire mania du secteur minier en RDC qui avait le monopole à l'époque de l'exploitation du diamant lui conféré par le président de l'époque, Joseph Kabila, monsieur Dan Gettler, voilà, un monsieur israélien, voilà. Donc Glencore va entrer en contact avec ce monsieur afin qu'il lui facilite l'accès aux mines convoitées en République démocratique du Congo. L'opération va donc se faire à travers l'entreprise Katanga Mining Limited, voilà, qui détenait ces 2 mines de cuivre et de cobalt de Kamoto et de Mutanda convoitées par la multinationale suisse Glencore. Il se fait que cet homme d'affaires israélien, Dan Gettler, était actionnaire comme le gouvernement congolais au sein de cette entreprise Katanga Mining, cotée à la bourse de Toronto. Le problème, c'est qu'en ce moment-là, l'entreprise traversait d'énormes difficultés financières et avait besoin d'argent. C'est ainsi que la multinationale Glencore va accepter, voilà, de prêter de l'argent à cette entreprise. On parle de pratiquement 280 millions de dollars américains afin d'obtenir des permis d'exploitation pour les 2 mines convoitées. C'est ainsi que Dan Gettler va arriver à obtenir des permis d'exploitation pour, voilà, la multinationale Glencore qui va devenir actionnaire majoritaire au sein de cette entreprise Katanga Mining. Dan Gettler va en effet obtenir pour la multinationale une réduction substantielle du prix du pas de porte, c'est-à-dire du permis d'exploitation. La multinationale va payer 4 fois moins cher que les concurrents, soit 140 millions de dollars américains plutôt que 585 millions qui étaient prévus. Une énorme perte pour la RDC dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est donc à l'issue de ces faits que l'ONG Swiss Public Eye, qui fait un énorme travail dans le contrôle des différentes actions des multinationales suisses aux 4 coins du monde, va en 2017 porter plainte devant le ministère public suisse, voilà, pour fait de corruption contre Glencore en République démocratique du Congo, notamment pour avoir versé de pots de vin, voilà, au moment de cette transaction. C'est donc la plainte, voilà, déposée par cette ONG suisse qui va aboutir à la condamnation que nous avons eue le lundi dernier, voilà, qui, en fait, oblige la multinationale Glencore à payer non seulement 2 millions de francs suisses comme amende, mais en plus 150 millions de francs suisses à titre de frais compensatoires. Ce qui nous conduit à la question de savoir qui va bénéficier de ce montant, car comme je l'expliquais, ce n'est pas la République démocratique du Congo. La question se pose donc de savoir pourquoi ce n'est pas la République démocratique du Congo qui va toucher ce montant. Eh bien, la réponse se trouve au sein de l'accord qui a été signé entre le gouvernement du Tshisekedi et la multinationale Glencore en 2022. Il faut savoir en effet qu'il y avait d'autres actions pour faire des corruptions contre Glencore, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, incluant en plus de la RDC d'autres pays dont le Nigeria, le Venezuela, voilà, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, pays où Glencore avait également été accusé de corruption pour mettre la main sur des marchés, voilà, des négoces, notamment de pétrole ou dans le domaine agricole. Et donc, ces différentes actions en Grande-Bretagne et aux États-Unis avaient été traitées de manière conjointe. Aussi, il y avait eu un accord, voilà, où Glencore avait accepté les faits, Glencore acceptait de payer pratiquement 1,5 milliard de dollars américains pour mettre fin à ces procédures, ce qui a été fait. Aussi, l'accord, c'est que les différents pays impliqués se sont partagés ce montant en clair. C'est donc à l'issue de cet arrangement avec toutes les parties
que la multinationale Glencore va signer un accord en 2022 avec le gouvernement de Tshisekedi où la RDC acceptait le montant de 180 millions de dollars américains contre le fait que la RDC renonce à toute poursuite judiciaire contre Glencore dans le futur. Voilà, donc la RDC renonçait à se constituer partie civile pour toute autre procédure du fait d'avoir accepté de recevoir ce montant-là. C'est donc en vertu de cet accord que la République démocratique du Congo ne pouvait pas se constituer partie civile pour la procédure en Suisse et par conséquent ne pouvait pas recevoir quoi que ce soit à l'issue de cette procédure dans la mesure où les autorités de la RDC ont signé cet accord qui leur est opposable. Ce qui implique que les 150 millions de francs suisses que va payer Glencore ne sont pas pour la RDC mais plutôt pour, le gouvernement suisse en vertu d'une loi suisse de 2004. Voilà. Ici, donc, l'on constate que, la RDC, eux, les dindons de la farce, comme le dit monsieur Jean-Pierre Okenda, juriste congolais militant dans le domaine de la transparence en matière d'extraction minière. Il explique que la RDC est perdante dans cette procédure dans la mesure où, au moment de l'octroi de ses licences, elle a perdu au moins 300 millions de dollars américains car Glencore devait payer 585 millions, elle a payé que 140 millions. La RDC a perdu plus de 300 millions, presque 400 millions de dollars américains dans cette procédure. Et puis, elle n'a obtenu que 180 millions à l'issue de la procédure aux États-Unis d'Amérique. Une grosse perte, sans parler de la perte découlant de la non-exploitation de ces différentes mines. Ce qui nous conduit à la question, à qui la faute? Quelles leçons tirer de cette affaire? Cela nous conduit donc au troisième point où nous allons parler de la leçon à tirer. La grande leçon, c'est qu'on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire des pays avec une élite corrompue. Voilà une preuve évidente, car dans cette affaire, il n'y avait pas que la RDC, il y avait beaucoup de pays du Sud. Pour la procédure aux États-Unis, il y avait le Cameroun, il y avait le Nigeria, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Brésil, il y avait le Venezuela. Donc se pose la question de la corruption vraiment pratiquement endémique au sein des différentes institutions dans les pays du Sud. Et cela va me pousser à rebondir sur un commentaire que j'ai lu. Au niveau de la vidéo que j'ai faite le dimanche dernier, il y a un intervenant. Son nom, il n'a pas un nom. Le nom, c'est user quelque chose. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, je suis sûre que la personne s'est abonnée car j'ai vu le nombre monter après son commentaire. Le commentaire donc qu'a fait la personne sous la vidéo du dimanche dernier. Dans cette vidéo, en fait, j'expliquais que la RDC devrait privilégier le secteur agricole, agroalimentaire au secteur minier, vu que les acheteurs dans les secteurs miniers ne sont pas des Congolais. Donc, la RDC est soumise au chantage des acheteurs extérieurs, ce qui ne sera pas le cas avec les secteurs agroalimentaires. Et la personne me dit que, le problème, la RDC peut exploiter les deux secteurs, mais elle n'arrive pas à le faire parce que le problème, c'est plutôt la corruption. Je suis en partie d'accord avec lui, je suis en partie d'accord. On ne peut pas construire un pays avec une élite politique corrompue. Et ici, on voit clairement qu'il y a eu, des pots de vin, il y a eu corruption. Et d'ailleurs, justement, les dirigeants qui étaient aux affaires à l'époque sont aujourd'hui soit milliardaires ou multimillionnaires, dont Albert Yuma, président de la GECAMINE, qui nous expliquait les chantages que la RDC avait subis de la part des institutions du Bretton Woods, dans la vidéo du dimanche dernier, le FMI et la Banque mondiale pour conduire, à cette situation-là. Mais c'est que lui n'a pas dit, on comprend pourquoi, c'est que il y a eu aussi corruption, les dirigeants congolais ont touché des pots de vin. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord avec la personne qui a commenté la vidéo du dimanche dernier. Mais je vais nuancer sa position, justement par rapport au fait que j'ai évoqué le dimanche dernier. C'est que cette situation d'endettement excessif des pays africains est pensée et fait exprès pour qu'ils ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des marches dans un pays comme le Nigeria. Pourquoi?
Parce que le gouvernement est soumis aux institutions du Bretton Woods qui endettent le pays. Ces institutions déterminent dans quel secteur il faut investir, pas le secteur agricole de manière prioritaire. Et la conséquence, c'est que le pays est endetté, les gens ont faim, ils disent eux-mêmes, nous n'avons rien à manger. Pourquoi le Nigeria a privilégié le pétrole plutôt que l'agriculture? C'est la même problématique qu'en République démocratique du Congo. Le pays s'est tellement endetté qu'il doit prendre des mesures, des restrictions financières pour rembourser la dette. C'était la même problématique au Kenya, c'est dans tous les pays africains. D'ailleurs, je vais vous laisser, si vous comprenez l'anglais, je vais vous inviter à suivre cette vidéo-là, voilà. Donc, vous avez le titre devant vos yeux où il y a les médias mainstream qui accusent la Russie d'être derrière les manifestations au Nigeria. Il faut lire les commentaires de la jeunesse au niveau de cette vidéo. La jeunesse est unanime. Le problème, c'est la soumission du gouvernement du Nigeria aux États-Unis d'Amérique ainsi qu'à la Banque mondiale et au FMI. Ce sont des jeunes des différents pays, du Nigeria, du Kenya, du Cameroun. Ils comprennent la dynamique. C'est une situation qui est pensée. Et d'ailleurs, voilà pourquoi la plupart de ces dirigeants-là ne représentent pas les peuples. Ils sont placés justement pour endetter excessivement les différents pays afin qu'ils ne s'en sortent pas. Et ça, c'est une personne qui a participé à cette mafia qui en parle elle-même, John Perkins, dans le livre « Confession d'un assassin financier ». Je crois que c'est mieux que je puisse vous laisser suivre un petit extrait de son intervention. On va se retrouver pour la conclusion. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays. Ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak. Ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées ou leur eau et système de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leur société de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Voilà les amis, tout est clairement dit. J'ai beaucoup aimé l'adage du début, à savoir il y a deux manières d'asservir une nation, notamment soit par l'épée, soit par la dette. En RDC, les deux méthodes sont en train d'être utilisées depuis des décennies. Et donc, pour rebondir à la question, voilà, de notre commentateur, voilà, face à l'épée, c'est ce qui a été utilisé en 1996 contre la RDC, quand l'économie est mise à terre par l'épée et que le chantage, c'est la guerre, c'est compliqué. D'où la nécessité de nuancer ses propos, de vouloir réduire cette problématique à la corruption. Il y a ce chantage qui est fait avec la guerre, et puis dans d'autres pays, notamment le Nigeria, le Kenya et autres, par rapport à l'épée. Donc, le problème ici, ce n'est pas que le problème de la corruption. En fait, la corruption n'est qu'un prolongement de la vraie problématique, à savoir le manque de souveraineté. Les dirigeants au sein des pays africains sont imposés, et du Sud global, dans beaucoup des pays du Sud global de manière générale, ils sont imposés
pour faire en sorte que les pays du Sud soient maintenus dans la pauvreté à travers la dette. Ceux qui refusent, voilà, sont mis de côté. Ça a été le cas de Lumumba, de Thomas Sankara et autres. Et on ne peut donc pas réduire cette problématique au cas de la corruption en RDC, comme je viens de l'expliquer. Ça va au-delà de la RDC. Les Nigeria, en ce moment, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est une problématique beaucoup plus profonde. Le problème, c'est que les pays africains ne sont pas souverains. C'est là la source du problème. Et de ces faits, les dirigeants corrompus qui sont là appliquent ce pourquoi ils sont là. Tout simplement, endetter les différents pays. Et cela va me permettre de rebondir à un aspect particulier de ce commentaire, disons que la RDC a les moyens au jour d'aujourd'hui d'exploiter en même temps les secteurs miniers et le secteur agricole. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple, prenons la Sicomine. Voilà, cette compagnie qui exploite le cuivre et le cobalt dans le Grand Katanga, compagnie chinoise. Cette compagnie a dû financer la construction d'un barrage hydroélectrique pour faire fonctionner, voilà, sa compagnie, seulement une seule compagnie, voilà, coût 660 millions de dollars américains pour faire fonctionner, voilà, une compagnie minière. Or, il y a des dizaines de compagnies minières en République démocratique du Congo et le problème de l'énergie, de l'électrification est crucial pour l'industrialisation de la RDC. Dans le sens où la RDC ne peut même pas financer l'électrification du seul secteur minier pour même quelques compagnies. La RDC ne produit rien. Un pays qui ne produit rien ne peut pas avoir d'argent. Le secteur minier est entre les mains des compagnies étrangères. La RDC vit des dettes. Il y a quelques années, en 2018, la dette était à 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. La RDC est en train de vivre de dettes. Et ces institutions du Bretton Woods vont déterminer dans quel secteur vous allez investir avec cet argent-là. Exclusion faite des secteurs prioritaires, normalement comme les secteurs agricoles. Ces institutions, dont la Banque mondiale, ont refusé de financer la construction du barrage d'Inga. Et donc, comme expliqué dans le reportage par M. John Perkins, cet argent, ces dettes vont servir finalement aux mêmes institutions occidentales pour la construction de quelques infrastructures qui vont servir les plus privilégiés du pays et jamais la grande majorité qui, elle, sera endettée pour des générations. C'est un système qui est pensé. La RDC ne peut donc pas investir en même temps dans les deux secteurs. Au jour d'aujourd'hui, comme je disais dans la vidéo du dimanche dernier, elle peut revoir les contrats miniers avec les entreprises qui veulent bien le faire et pour celles qui ne veulent pas le faire, y mettre fin car cela n'apporte pas grand-chose à la RDC comme démontré dans la vidéo du dimanche dernier. Mais pour le faire, il faut une élite qui est prête à s'affranchir, voilà, de ces institutions du Bretton Woods, ce qui n'est pas le cas de l'élite en République démocratique du Congo, au peuple de prendre ses responsabilités. Car si autrefois nous étions dans un monde unipolaire qui a permis tous ces abus, aujourd'hui le monde est de plus en plus multipolaire. Les différents pays ont la possibilité de diversifier et choisir leur partenariat sur la scène internationale. À la population de prendre ses responsabilités, car il y a au Congo des personnes qui ne sont pas corrompues, qui veulent voir émerger, voilà, le pays. Et la responsabilité du peuple, c'est de faire en sorte que ces personnes-là soient à la tête du pays, car le fait est que ces systèmes justement mafieux a fait que ce soit les plus médiocres des Congolais qui puissent être à la tête de ce pays-là, qui ne veulent pas rompre avec la mafia qui continue de saigner le pays, alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres alternatives. Voilà donc ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Ça a été plus long que prévu. Voilà, c'était un sujet passionnant, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent dimanche, les amis. Rendez-vous le dimanche prochain où je vais aborder un troisième secteur de l'économie congolaise détenu par les étrangers. Ciao!